pour faire face au risque de pénurie en énergie cet hiver. La première ministre Elisabeth Borne a encouragé hier les entreprises à la sobriété, un appel qui fait écho à la politique que s'est fixée le gouvernement en termes de transition énergétique et de lutte contre le réchauffement climatique. Et cette expression, sobriété énergétique, elle est aujourd'hui partout. Bonjour Nicolas Goldberg, vous êtes consultant énergie pour Columbus Consulting et vous avez publié une note pour le think tank Terra Nova intitulée Comment donner l'impulsion pour une sobriété collective efficace et adlée au-delà des symboles. Avant tout, une question rituelle. Avez-vous des liens, Nicolas Goldberg, avec une société qui distribue, qui commercialise de l'énergie? Columbus Consulting, on est une entreprise de 250 personnes, on est une société à mission, on est un cabinet d'accompagnement des entreprises dans leur transformation, dans leur organisation, et la moitié de notre chiffre d'affaires est fait dans l'énergie. Donc, en client, on a tous les grands énergéticiens, hein, EDF beaucoup et surtout ses filiales régulées, Enedis, RTE. On a un petit peu de Total, un tout petit peu d'Engie, voilà, et d'autres acteurs moins connus. Voilà, ça c'est la moitié de notre chiffre d'affaires qui est fait là-dedans. Et alors, lorsque vous rédigez une note sur la sobriété énergétique, est-ce que ces sociétés considèrent que cela est contraire à leurs intérêts? Est-ce qu'il y a aujourd'hui une prise de conscience, y compris dans ces entreprises qui commercialisent ou qui fabriquent de l'énergie? Alors, la sobriété, il faut rappeler ce que c'est une baisse de consommation via un changement de comportement, un changement d'usage, mais tout en préservant le service. Historiquement, ces grandes entreprises avaient peu d'intérêt à la sobriété. Ça ne nous a pas empêché, nous, de le défendre parce qu'on pense que c'est nécessaire et les différents rapports pour atteindre la neutralité carbone montrent que la sobriété permettrait de soulager la pression mise sur d'autres filières, hein, le renouvelable, éventuellement le nucléaire, mais aussi l'efficacité énergétique, hein. Moins on fait de sobriété, plus on devra en faire dans ces filières qui seront très contraintes dans les prochaines années si on veut atteindre la neutralité carbone. Donc historiquement, c'était plutôt mal vu, mais ça ne nous a pas empêché de le mettre en avant. Aujourd'hui, ça apparaît comme quelque chose de nécessaire parce qu'à court terme, on a un problème de sécurité d'approvisionnement en gaz en raison de la crise gazière que tout le monde connaît, mais aussi en électricité en raison de la faible production du parc nucléaire qui était anticipée de plusieurs années, mais qui est plus grave que ce qu'on anticipait en raison d'autres problèmes qu'on a trouvés entre-temps. Alors, il y a évidemment la crise écologique, évidemment la guerre en Ukraine, avec à la fois une augmentation des cours et un risque de pénurie. Nicolas Goldberg, j'aimerais que vous m'expliquiez comment les prix de l'énergie peuvent s'envoler à ce point, et notamment le prix de l'électricité. Qu'est-ce qui se passe? J'avoue avoir du mal à comprendre le phénomène. Alors, il y a peu de personnes qui comprennent comment fonctionne ce marché, parce qu'il est extrêmement compliqué. Il est compliqué parce qu'il mélange plusieurs choses. Il faut rappeler que l'électricité, c'est un bien de première nécessité. Donc, on n'a pas juste un marché qui fonctionne comme ça et les États qui font rien derrière. Il y a une question derrière d'environnement, il y a une question de construction européenne, puisqu'on a un marché on dit souvent que le marché de l'électricité est européen. Ça, c'est vrai. Il a beaucoup changé ces dernières années, hein. C'est pour ça que quand j'entends des experts qui n'ont pas mis à jour leurs données depuis 5 ou 6 ans, bah, en fait, ils racontent des choses qui étaient vraies il y a 5 ou 6 ans et qui ne le sont plus aujourd'hui. Donc tout ça pour dire que c'est compliqué et c'est normal de ne pas le comprendre. Alors comment ça fonctionne maintenant? En fait, vous avez un marché de gros, donc un marché pour les professionnels, pour s'alimenter, pour acheter de l'électricité. Là-dedans, vous avez plusieurs produits. En fait, vous avez des produits que vous pouvez acheter sur un an. Vous pouvez acheter un bandeau d'électricité sur un an, c'est les prix calendaires, mais vous pouvez acheter aussi des produits à plus court terme. Vous pouvez acheter des produits trimestriels, mensuels, quotidiens, même infrajournaliers, c'est-à-dire que vous pouvez acheter d'une heure pour la prochaine heure. Et du coup, quand on dit les prix s'envolent, en fait, c'est souvent un prix de gros qui s'envole, peut-être pas les autres. J'entends souvent sur les ondes et à la télé dire ah, les prix sont tombés en négatif pendant un moment. Les prix qui tombent en négatif, par exemple, c'est souvent les produits infrajournaliers du jour pour le lendemain. C'est-à-dire quand un fournisseur a acheté en fait trop d'électricité, il doit en revendre et parfois quand il ne trouve pas repreneur, bah, en fait c'est un prix négatif. C'est Alors, ça les prix de gros. aujourd'hui, on nous dit par exemple qu'en un an, le prix de gros de l'électricité a explosé, qu'il est passé de 85 euros à 1000 euros le mégawattheure. Hmm. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a affaire à un prix de gros sur l'année, ça veut dire qu'on a affaire à du prix journalier, bref, Hmm. qu'est-ce que ça signifie pour nous? Alors au début de votre phrase, vous avez dit
en un an pour l'année prochaine. Et effectivement, c'est ce prix de gros-là qui est passé de 85 euros, ce qui est déjà très élevé, hein. Déjà, nous, à l'époque, on avait dit, attention, 85 euros, c'est 2 fois le prix du nucléaire régulé, ça commence à être élevé. Et il est passé de 85 à 1000 euros en un an. Et même sur 4 ou 5 jours, il est passé de 700 euros à 1100 euros. C'est le prix annuel sur un an si vous voulez acheter un bandeau pour l'année prochaine. Alors ça signifie quoi, Nicolas Goldberg? Ça veut dire que le consommateur, lui, aura le bouclier tarifaire et qu'il n'achètera pas en France l'électricité à ce prix, mais en revanche, les entreprises, elles, vont devoir débourser cette somme pour un mégawattheure? Alors, quand vous achetez de l'électricité, vous, particulier, ou vous, petite entreprise qui passe un contrat avec un fournisseur, ce que vous payez, c'est ce qu'on appelle le prix de détail. C'est différent du prix de gros. Votre prix de détail, c'est quoi? C'est votre fournisseur, vous allez voir votre fournisseur, vous dites, voilà, je voudrais une offre sur 1, 2 ou 3 ans. Et donc, votre fournisseur dit, bon, bah, je regarde, je m'approvisionne sur les marchés avec différents produits sur 1, 2 ou 3 ans en fonction de ce que j'estime être votre consommation. Et derrière, je vous le revends avec un prix de détail dans lequel j'intègre aussi les taxes, et le coût du réseau, hein, qui est un tiers de votre facture d'électricité, et quelques briques de risque, c'est-à-dire, voilà, si vous me faites défaut en cours de route, j'intègre aussi mes coûts commerciaux, hein, parce qu'il a fallu que je paye des commerciaux, sauf si c'est un tarif régulé. Donc, c'est ça en fait que vous payez. Après, votre fournisseur, ce qu'il doit faire, c'est faire en sorte que la production soit toujours égale à la consommation dans son portefeuille. Donc pour être équilibré, il va devoir acheter de temps en temps sur les marchés de l'électricité quand vous consommez plus que ce qu'il avait prévu. La France importe. Voilà. Et après, au global, ça donne ça, c'est que la France importe. Après, moi, petit fournisseur, ça ne veut pas dire que je vais importer quelque part. Je peux l'acheter sur un marché. Mais je vous donne un exemple. Quand, par exemple, EDF annonce qu'il y a des arrêts de réacteurs nucléaires qui vont durer plus longtemps, c'est ce qui s'est passé il y a 4 ou 5 jours, et ben, tous les fournisseurs, et en particulier EDF, qui comptaient sur cette production-là pour fournir leurs clients, doivent racheter sur les marchés. Et c'est ce qui explique qu'il y a 5 jours sur le produit calendaire, donc le produit 2023 pour un bandeau sur l'année, on est passé de 700 euros à 1100 euros, donc on fait un bond de 400 euros. Enfin, c'est déjà 400 Donc c'est euros, pas c'est du beaucoup. tout la guerre en Ukraine, en tout cas pour la dernière étape de progression des prix, Nicolas Goldberg. En fait, sur l'électricité, on a un problème qui est différent de la guerre en Ukraine. Je vous mets mon billet que s'il n'y avait pas eu la guerre en Ukraine, je serais quand même sur ce plateau pour parler sobriété de ce qui se passe sur l'électricité et autres. La guerre en Ukraine, c'est un facteur aggravant de cette crise. C'est un facteur aggravant pour 2 raisons. La première, c'est qu'il y a un effet prix, c'est-à-dire que l'électricité qu'on achète ou le niveau qu'atteignent les prix de l'électricité sont quand même liés à la guerre en Ukraine parce que y a le gaz qui est extrêmement cher, et donc pour les centrales qui produisent de l'électricité à partir de gaz, c'est extrêmement cher, bien qu'on en ait besoin. Et la deuxième chose, c'est que pour la sécurité d'approvisionnement, il y a un doute sur est-ce que nos voisins nous fourniront assez d'électricité parce qu'eux produisent de l'électricité à partir de gaz. Est-ce que les imports vont fonctionner? C'est un point d'interrogation. Bien, je pense qu'ils vont fonctionner, mais il y a quand même un doute. Bon, mais il y a quand même une augmentation de prix. On est presque à x12 pour les prix de gros par rapport à un prix dont vous disiez, Nicolas Goldberg, qu'il était déjà élevé. Est-ce que ce prix se justifie parce que les matières premières, le gaz, sont en proportion plus chères dans une proportion de 12 fois par rapport à leur cours antérieur, ou bien est-ce que c'est tout simplement des entreprises qui, par un effet d'aubaine, profitent de cette crise ukrainienne pour réaliser des profits extrêmement importants? Alors, il y a les deux, bien évidemment. On parle des prix de l'an prochain, où on dit c'est 1130 euros, c'est énorme. On peut parler des prix de 2024 et 2025, hein. Il y a aussi des prix de gros là-dessus. La dernière fois que j'ai regardé, c'était entre 400 et 500 euros, hein, donc c'est toujours démentiel, dans une moindre mesure, mais c'est toujours démentiel. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est aussi que les marchés anticipent une crise long terme et que donc les fournisseurs d'énergie essayent d'acheter en avance et en anticipant des risques de défaillance. Donc, Mais moi, je pensais que l'électricité ne se stockait pas. Non, ça ne se stocke pas, mais vous avez une anticipation. Vous pouvez dire, Mais si vous vous avez ne pouvez pas anticiper par rapport à une denrée que vous ne stockez pas. Alors, si, bien sûr, si vous, Guillaume Erner, vous avez une centrale et vous me dites, voilà, je produis de l'électricité, j'ai tant de mégawatts, en général, sur une année, je produis tant d'heures. Moi, fournisseur qui fournit des consommateurs, je peux vous dire, écoutez, moi, j'ai un consommateur, je lui ai vendu un contrat 3 ans.
Est-ce que vous pouvez me dire sur les 3 prochaines années, combien vous allez produire et à combien vous me le vendriez en prix, ce qu'on appelle les prix futurs? Parce que moi, je dois lui proposer un prix de détail sur 3 ans. Et bien du coup, quand bien même l'électricité, ça ne se stocke pas, quand bien même c'est pas un bien que vous avez déjà produit, et bien moi, fournisseur, je peux vous dire, bah, en 2024-2025, je vous achète cette électricité-là. On est donc dans de la spéculation pure, on ne peut même pas dire qu'on est dans de la constitution de stock. Bah, on est dans de l'anticipation, pas forcément de la spéculation. Mais C'est un terme pudique, non, mais mais c'est pas juste un terme. Il y a un effet de spéculation, hein, je vais pas dire le contraire. Il y a des acteurs, effectivement, qui achètent de l'électricité, qui ont pas prévu de la revendre, sauf à quelqu'un qui en a effectivement besoin pour fournir. Donc il y a un effet de spéculation. Ça, on va pas le nier. Après, moi, si je suis fournisseur, je fournis l'électricité à quelqu'un qui me demande mon prix sur 3 ans. À combien je lui vends cette électricité? Ben, il faut bien que j'achète sur les marchés sur 3 ans pour lui dire, bon, bah, ça va vous coûter ça sur 3 ans. Nicolas Goldberg, est-ce que ça veut dire que les entreprises, mais aussi les petites entreprises, je ne sais pas, les artisans vont payer leur électricité 12 fois plus cher dans un an? 12 fois plus cher, non. Plus cher, oui, c'est sûr. Parce qu'en fait, dans votre facture d'électricité, vous avez plusieurs choses. Vous avez plusieurs produits de marché, comme on a dit. Vous avez aussi du nucléaire régulé. Vous avez aussi EDF qui vend son électricité. Alors, ils ne sont pas très contents de ça, hein, mais ils vendent une partie de leur électricité à un prix régulé. Où est-ce qu'ils le vendent, ce prix régulé? Ils le vendent à leurs concurrents. Il y a, en gros, c'était à l'époque où EDF produisait bien avec son parc nucléaire, c'était un quart de sa production d'électricité nucléaire qui vendait à leurs concurrents. Là, c'est plutôt un tiers à un prix régulé. Donc ça rentre aussi dans votre facture. Et ça n'a pas bougé. Et il y a dans les tarifs régulés, donc les tarifs que beaucoup de consommateurs particuliers payent, une grande partie de nucléaire régulé. Donc vous allez payer plus cher parce que le nucléaire régulé, c'est pas toute votre facture. Et donc sur la partie marché, bah, vous allez forcément payer plus cher. Par contre, c'est pas ça toute votre facture. Aujourd'hui, Ça veut dire qu'il faut anticiper quel type de hausse? Je sais que c'est compliqué comme question, mais alors, mais en fait, on peut anticiper des hausses qui vont être inédites, mais c'est pas x12. Cette année, par exemple, si l'État n'avait rien fait, on aurait eu plus 35% d'augmentation des prix régulés de l'électricité qui sont revus à chaque fois en février. C'est pour ça que quand vous êtes un particulier, vos factures, elles vont bouger, mais pas avant février. On a eu que plus 4% en moyenne, parce que l'État est intervenu, ils ont fait des baisses de taxes et ils ont dit à EDF, en fait, vous allez vendre plus de nucléaire régulé pour protéger les consommateurs. EDF, encore une fois, n'était pas très content de ça. Je suis pas sûr que c'était très, très pertinent non plus, mais c'est ce qui a été fait. Donc, on peut s'attendre, si l'État ne fait rien, à des hausses de plus 40, plus 50%. Si l'État intervient avec des nouvelles baisses de taxes, je ne pense pas qu'ils vendront plus de nucléaire régulé, parce que d'autant plus que le nucléaire ne produit pas énormément en ce moment. Mais si l'État dit bah, on bloque à un certain prix, ça pourra être bloqué. Mais là, il faudra attendre de voir ce que l'État fait et de quel mécanisme on utilise pour bloquer les prix. Mais si on ne fait rien, on peut s'attendre à des hausses plus 30, plus 40, plus 50% sur les factures des mais particuliers. parce que là aussi, puisque c'est la fin du quoi qu'il en coûte, s'il y a une absorption donc de la hausse des prix par l'État, c'est bien entendu Le le contribuable signe paye, que le contribuable payera. évidemment. Est-ce que cela peut durer éternellement, Nicolas Goldberg? La conviction, c'est que non. Mais le bouclier tarifaire, si on se rappelle bien, quand il a été mis en place, c'était pas un quoi qu'il en coûte. C'était en octobre 2021, c'était avant la guerre en Ukraine. On s'était dit que les prix étaient élevés parce qu'il y avait une crise gazière, il y avait des stocks gaziers qui étaient assez bas en Europe et que ce serait fini après mars. C'est pas du tout ce qui s'est passé malheureusement. Donc on n'était pas dans un quoi qu'il en coûte au début. Là, on y est clairement. Ce n'est évidemment pas tenable parce que d'autant plus que ce n'est pas temporaire. L'électricité, à un moment, il faut en payer le prix. Et quand c'est pas le consommateur qui paye, ben, effectivement, c'est le contribuable. Mais j'aimerais dire quand même que l'État a eu quelques recettes supplémentaires avec ses prix de marché élevés parce que les renouvelables qui sont son contrat garanti avec l'État à un prix fixe eh bien, rendent l'argent en ce moment. Par exemple, l'éolien cette année va donner 4 milliards d'euros à l'État alors que normalement il en reçoit plutôt 2. Donc il y a un différentiel de 6 milliards. Eh bien, c'est une manne financière que l'État peut utiliser pour protéger les consommateurs. Le rationnement, c'est véritablement une perspective? Alors ça dépend de ce qu'on appelle rationnement, mais par contre si vous me parlez des délestages, là aujourd'hui c'est quelque chose qui est probable, parce qu'il n'y a pas que l'effet prix, il y a aussi l'effet volume. Après vous pouvez metêtre le prix que vous voulez, s'il n'y a pas, il n'y a pas. Aujourd'hui, s'il Encore fait que froid... l'effet prix, il peut diminuer la demande en volume. Oui, effectivement, on peut avoir des phénomènes de destruction de la demande, sauf quand vous mettez un bouclier tarifaire et que les consommateurs ne payent pas le prix, là vous avez moins de destruction de la demande, effectivement. Euh, mais demain, effectivement, on pourra avoir un problème d'effet volume, notamment sur l'électricité, parce que, comme vous disiez, ça se stocke mal. Les importations, on peut en faire, mais c'est limité physiquement avec les interconnexions qui nous rejoignent avec nos voisins. Si on a un hiver froid, ça peut mal se passer, et c'est pour ça que nous, on appelle depuis Délestage, ça longtemps... veut dire coupure d'électricité chez les particuliers? Oui. Alors oui, ça c'est le pire qui peut arriver et
aujourd'hui, il y a une probabilité qui est assez haute. C'est-à-dire que d'abord, on coupe certains industriels qui sont rémunérés en fixe pour ça et qui, quand vous coupez quelques sites, soulagent vraiment le réseau, c'est l'interruptibilité. Après, on peut baisser la tension, ça, on ne le verra pas trop. Par contre, après, à la fin, on peut faire ce qu'on appelle des coupures ciblées ou des délestages tournants. Vous coupez pendant 2 heures sur des départs de distribution. Donc, il peut y avoir des entreprises concernées, mais également des particuliers. Vous le faites 2 heures parce qu'on ne coupe pas trop longtemps non plus. Et après, si besoin, vous tournez sur d'autres départs, donc d'autres particuliers. Aujourd'hui, ça, c'est du domaine du possible. On aimerait bien que ça n'intervienne pas. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de sobriété, que le gouvernement dit attention, s'il n'y a pas de sobriété, ce sera du rationnement et des délestages. Et ça va dépendre de la météo parce que on est très thermosensible en France parce qu'on chauffe beaucoup à l'électricité. Donc s'il fait froid, eh ben, on pourra malheureusement avoir des délestages. Justement, j'allais vous en parler, Nicolas Goldberg, parce que l'État, depuis quelques années, incite les particuliers à s'équiper en système de chauffage électrique, pompe à chaleur, puisque le fioul est interdit, le gaz le sera bientôt pour les citernes de gaz chez les particuliers. Bref, est-ce que ça n'est pas quelque chose qui va au contraire du sens de l'histoire, puisque aujourd'hui on assiste à une augmentation importante des prix de l'électricité du fait des problèmes du nucléaire en France, problèmes qui ne vont pas se résoudre en un an. Bah, effectivement, mais ensuite, il y a plusieurs horizons de temps sur lesquels on réfléchit. Là, on a un vrai problème sur l'électricité, c'est vrai, et parmi tout ce que vous citiez, vous pouvez aussi citer le véhicule électrique, hein. Moi, j'ai plein de particuliers qui me disent, bah, je comprends pas, on me dit de passer à l'électrique et il y a plein de problèmes sur l'électricité. Il y a différents horizons de temps. Effectivement, à horizon 1, 2, 3 ans, ça va être compliqué. Par contre, j'espère qu'on arrivera à faire l'efficacité énergétique, j'espère qu'on va réussir à accélérer sur les renouvelables. Il y a d'ailleurs un projet de loi sur la simplification des renouvelables qui se prépare, parce que si on veut décarboner, il faut électrifier. Les études de l'ADEME et de RTE sont assez convergentes là-dessus. À long terme, si on veut décarboner, il va falloir électrifier une partie. Et donc, pour ça, effectivement, bah, il faut augmenter la part de l'électricité dans la mobilité, peut-être dans le chauffage et dans l'industrie. On est tous d'accord là-dessus, mais est-ce qu'il faut le faire maintenant? Je veux dire, les choses étant ce qu'elles sont, est-ce qu'il ne faut pas repousser les dates, par exemple, effectivement, d'abandon des chaudières au fioul qui, de surcroît, posent beaucoup de problèmes à des ménages modestes? Est-ce que c'est vraiment le moment? Bah, sur les chaudières au fioul, euh, là je vais être intransigeant, la réponse est oui, le fioul n'a rien à faire dans le chauffage des particuliers. Après, on peut Sauf que les chaudières existent. Sauf que les chaudières existent, mais c'est là où il y a un lien entre transition climatique et sociale. C'est-à-dire que ces ménages-là, qui sont généralement précaires, hein, parce que quand vous avez une chaudière au fioul, c'est généralement vous n'avez pas un bout de réseau facilement accessible à côté de chez vous. Il faut les aider pour se raccorder à un réseau de chaleur, pour mettre une pompe à chaleur, full électrique ou hybride avec un petit peu de gaz qu'il faudra décarboner plus tard. Il y a un vrai intérêt à convertir sur le fioul. Après, sur le gaz, est-ce qu'on est allé trop vite ou pas? Là, on peut avoir un débat, mais je tiens à dire que le raccordement au réseau de gaz pour se chauffer, c'est interdit pour les nouveaux bâtiments, pas pour les bâtiments existants. Donc là, on peut en parler. Après, les nouveaux bâtiments, normalement, il y a des normes qui sont suffisamment drastiques sur l'efficacité énergétique pour qu'au final, ils ne consomment pas grand-chose. En revanche, c'est plutôt sur les bâtiments existants. Qu'est-ce qu'on fait, sachant que c'est un petit peu tendu en ce moment sur l'électricité? Bah, Un délai là, on peut dire supplémentaire? peut-être pour les bâtiments existants, parce que sur les bâtiments existants, de toute façon, il faut isoler. C'est ça la priorité. Et il faut sortir des passoires thermiques. Après, sur les modes de chauffage, est-ce qu'il faut sortir tout de suite du gaz dans les bâtiments existants? En tout cas, il faudrait des chaudières plus efficaces, ça c'est sûr. Après, sur le gaz, on peut avoir un débat dans l'immédiat, en tout cas. Nicolas Goldberg, on se retrouve dans une vingtaine de minutes pour évoquer la sobriété énergétique. C'est donc la demande d'Elisabeth Borne. Mais alors, cette fois-ci, on va voir si il s'agit d'un simple slogan ou bien si celui-ci peut recouvrir une pratique qu'il va falloir ou que l'on pourrait mettre en œuvre. Je rappelle que vous avez consacré une note pour le think tank Terra Nova, comment donner l'impulsion pour une sobriété collective. Vous serez rejoint par François Jarige, historien spécialiste des questions d'énergie, qui a notamment publié Face à la puissance aux éditions de la Découverte. La sobriété énergétique, s'agit-il d'un slogan, d'une pratique véritable qui pourrait nous aider à surmonter le choc énergétique que nous sommes en train de subir? Nous sommes en compagnie de Nicolas Goldberg, consultant énergie pour Columbus Consulting, qui a rédigé une note pour le think tank Terra Nova, comment donner l'impulsion pour une sobriété collective efficace et aller au-delà des symboles. Et nous accueillons l'historien spécialiste des questions d'énergie, François Jarige. Bonjour. Bonjour. François Jarige, on vous doit notamment un livre important publié en 2020 aux éditions de la Découverte, Face à la puissance, une histoire des énergies alternatives.
à l'âge industriel, Jean Lémarie parlait du terme de sobriété énergétique face à la notion de décroissance. Décroissance, un mot tabou. Comment s'organise ce vocabulaire, sobriété, décroissance? Bref, si vous pouviez donner un sens plus pur à ces mots. Je ne sais pas si je vais pouvoir donner un sens plus pur parce que je crois que précisément ces catégories, ces notions n'ont pas de sens totalement pur. Elles sont instrumentalisées en permanence dans le débat. Il faut peut-être juste rappeler que la notion de sobriété est un concept très ancien, hein, qui était utilisé jusqu'au XXe siècle, en gros, pour désigner la modération, la frugalité, la prudence dans la consommation essentiellement des aliments et notamment des boissons. Hein, on parlait de sobriété dans les mouvements anti-alcooliques du début du XXe siècle. Depuis une quinzaine d'années, on parle de sobriété dans une conception beaucoup plus large, comme si le terme avait désormais acquis une sorte de visibilité énorme dans toutes nos formes de consommation, plus seulement la bouffe. Il faut rappeler aussi que la notion a surgi en fait il y a déjà une quinzaine d'années autour de l'association Négawatt, notamment, qui en a fait l'un des piliers de ces trajectoires d'évolution énergétique future. Aussi, on le trouve dans la littérature avec les écrits de Pierre Rabhi, qui avait publié dès 2010 un ouvrage qui s'appelait La sobriété heureuse. Ce qu'il faut bien voir, c'est que dès cette époque-là, la notion de sobriété était un peu opposée à celle de décroissance qui apparaissait plus inquiétante, comme l'a dit de façon pertinente votre journaliste. Donc je crois qu'il y a un enjeu de lutte sémantique permanent dans lequel les hommes politiques et les acteurs économiques dominants s'installent. Et aujourd'hui, on assiste depuis un an à une prolifération, d'ailleurs il faudrait peut-être appeler à une forme de sobriété dans l'usage de certains concepts par les hommes politiques. Mais alors justement, François Jarry, si ces mots sont impurs, en réalité toujours instrumentalisés politiquement, est-ce qu'en réalité il ne désigne pas grand-chose et il ne s'agirait donc qu'une manière de cacher une situation assez compliquée avec des termes qui ne seraient pas suivis des faits? Alors, non. Il faut distinguer. Alors, ces termes désignent des choses ensuite très précises qui ont été théorisées, diffusées. Moi, ce qui m'agace, pour tout dire, c'est qu'il y a dans cet usage politique, mais on trouve aussi ça dans l'usage du discours d'un certain nombre de grands patrons qui appelaient à la sobriété avant l'été. Avant l'été, c'était les grands patrons du CAC 40 qui appelaient le peuple à la sobriété. À la rentrée, c'est désormais les hommes politiques qui appellent à la sobriété. Mais là, il y a une forme de communication, d'utilisation des termes en les finalement décontextualisant, alors que ça fait 40 ans que toute une série d'auteurs appellent à la transition, appellent à la décroissance, appellent à la sobriété. En réalité, les deux, il ne faut pas les opposer, je pense. La décroissance, c'est un concept qui date des années 70, hein, qui a été théorisé par des économistes, qui est devenu un enjeu d'étude extrêmement sérieux. Vous avez des philosophes, des historiens, des économistes qui travaillent sérieusement à ça. Donc la façon dont dans le débat français, le mot décroissance reste repoussé, impossible à envisager, est quand même le cœur du problème. La sobriété, c'est l'un des éléments d'une politique de décroissance. Donc il faut arrêter au bout d'un moment de se faire peur, d'hésiter. Ce face à quoi on est face, c'est bien à une question de décroissance. Comment est-ce qu'on peut organiser collectivement, de la façon la plus acceptable possible, des décroissances de nos consommations d'énergie, mais pas seulement, parce que derrière la décroissance énergétique, il y a la décroissance de nos consommations, puisque chaque objet que nous consommons implique des cycles de production, des processus industriels qui sont eux-mêmes énergivores. Donc évidemment, les deux ne doivent pas être opposés et séparés. Après, certains acteurs en fait font de la com, et c'est ça qui est très agaçant. Si Emmanuel Macron acceptait de reconnaître ses erreurs, acceptait de reconnaître que sa politique allait jusqu'à présent à l'encontre de la sobriété, on pourrait considérer ces discours comme acceptables, on pourrait commencer à discuter. Mais à partir du moment où ces discours sont empaquetés en fait de communication et de contradictions permanentes, c'est difficile de s'y reconnaître et c'est difficile de les soutenir. Mais alors, il y a un autre terme dans le tabou de la décroissance, comme l'expliquait Jean Lémarie il y a quelques instants. Il y a aussi la peur d'une écologie dite punitive. Et là aussi, François Jarry, comment les choses se mettent-elles en place? Alors, toutes ces expressions écologiques punitives, Khmer vert, sont des héritages des années 90, lorsqu'il y a eu une sorte de
disons, après la chute de l'Union soviétique, après la fin du spectre communiste, il s'apparaît évident qu'un nouveau spectre est apparu, notamment pour les acteurs politiques de droite, c'est l'écologie qui était accusée de devenir la nouvelle menace qui allait réguler les activités, priver la liberté, enrayer la liberté des individus. Donc depuis 30 ans, on trouve régulièrement dans toute une série de pamphlets publiés en France la dénonciation de l'écologie punitive face à une écologie qui serait plus réaliste, plus progressiste. Alors là, il y a tout un langage qui s'est installé. Donc on construit une opposition un peu factice pour disqualifier en fait ceux qui ont raison. Parce que ce qu'on découvre aujourd'hui, c'est que ceux qui ont été disqualifiés, mis de côté dans le débat public depuis 40 ans, aujourd'hui on découvre que leur constat était juste. Mais on refuse toujours de reconnaître que leur constat était juste. Donc on les repousse comme des Khmers verts ou tout un lexique de ce type-là, et ça n'a aucun sens. Je veux dire, quand Georgescu Roegen et les théoriciens de l'écologie politique dans les années 70 alertaient déjà sur les pénuries, sur les surconsommations, sur la nécessité de formes de modération, ben, évidemment, ils avaient raison. Ils ont été dénoncés, ils ont été stigmatisés depuis 40 ans. Et aujourd'hui, vous avez ceux qui les dénonçaient hier reprennent leurs mots pour appeler le peuple à décroître ses consommations. Donc vous voyez qu'on est pris dans tellement d'injonctions contradictoires. Il faudrait déjà faire preuve d'un minimum d'honnêteté intellectuelle pour pouvoir avoir un débat serein sur ces sujets, quoi. Mais alors, justement, si on poursuit Nicolas Goldberg, vous qui êtes consultant énergie, lorsqu'on prend les mesures de sobriété, autrement dit, je vais le dire avec mes mots, tous ces petits gestes qui sont censés nous permettre de diminuer la consommation qui, pour des raisons à la fois liées à la guerre en Ukraine, mais liées aussi plus généralement au réchauffement climatique, des gestes qui seraient devenus indispensables, éteindre les lumières, ne plus avoir d'éclairage public la nuit, etc., etc. Lorsqu'on voit les économies d'énergie qu'elles permettent de faire, cela a été calculé, semble-t-il, en Allemagne, par exemple, récemment, il s'agit d'un pourcentage très faible, on est à 2, 3, 4% d'économie d'énergie, on est loin des 10% comme horizon proposé par Elisabeth Borne. Il y a plusieurs choses qu'il faut voir, c'est aussi pour ça qu'on appelait avec cette note de Terra Nova à chercher une sobriété collective, parce que si vous demandez à tout le monde éteignez la lumière derrière vous et que vous appelez ça de la sobriété et que vous comptez sur ça pour sécuriser l'approvisionnement cet hiver, bon, vous avez tout faux. Par contre, si... Même des mesures qui peuvent sembler plus engageantes qu'éteindre la lumière. En fait, il y a des mesures plus engageantes pour une sobriété collective. Déjà, respecter la loi, c'était le petit 1, petit a de cette note en disant il faudra déjà appeler les entreprises à respecter la loi, c'est-à-dire sur les consignes de chauffage, pas chauffer au-dessus de 19, pas climatiser en dessous de 26. Là, déjà, si on respecte ça, on économise énormément. Enfin, il faut bien voir que le chauffage en hiver, c'est entre 20 et 30 gigawatts d'électricité, donc ça peut être un tiers des appels en puissance. Donc si les entreprises respectaient toute la loi et à un moment il va falloir les contraindre à le faire, et c'était l'appel d'Elisabeth Borne, ben là on pourra avoir un effet significatif. Si vous prenez une politique de sobriété qui a été faite aux Pays-Bas, quand il y a eu les chocs pétroliers, la France a décidé de plusieurs choses, dont le parc nucléaire, mais aussi des choses sur l'efficacité énergétique. Les Pays-Bas, ils ont dit politique vélo partout, en plus de l'interdiction de la voiture le dimanche. Bon là ils sont revenus là-dessus, mais en tout cas il y a eu du vélo partout aux Pays-Bas. Mais il y a eu une certaine émancipation des produits pétroliers, donc il y a eu une décroissance du secteur pétrolier aux Pays-Bas. Ensuite, est-ce que c'est une décroissance générale? Ça, j'en sais rien. Par contre, vous avez amélioré les cadres de vie et vous avez diminué la dépendance aux énergies fossiles et au pétrole en particulier. Donc, effectivement, si vous sobriété, vous appelez ça les petits gestes du quotidien, effectivement, il y aura quelque chose, c'est important de les faire, mais ce ne sera pas suffisant. Par contre, si vous mettez une politique sérieuse en place avec des infrastructures de vélo, avec des transports en commun, avec des consignes de chauffage qui sont respectées, avec un moratoire sur les panneaux publicitaires et une extinction dans les périodes de tension, là, vous pouvez avoir des effets significatifs. C'est bien dit dans les rapports de RTE et de l'ADEME, c'est-à-dire que vous mettez quand même moins de pression sur d'autres filières pour atteindre la neutralité carbone. Là, on réfléchit à court terme pour la sécurité de l'approvisionnement de cet hiver, mais il y a un plus long terme qui est important pour changer l'organisation de notre société, pour préserver les services, mais décroître en consommation énergétique. François Jarige, est-ce que cela peut suffire ou bien s'agit-il d'une sorte de cache-misère, c'est-à-dire que on pense pouvoir s'en sortir alors qu'en réalité on sauve un système qui pourrait être perçu comme un système condamné et peut-être condamnable? Mais
Bah, c'est ce qu'on découvre aujourd'hui. Votre intervenant avait raison dans ce qu'il venait de dire. Là, il ne s'agit pas de faire des petits gestes individuels ou de lancer des nouvelles mesures de planification. C'est un changement en fait beaucoup plus massif de nos imaginaires, de nos pratiques sociales, de nos rapports au monde, et même de nos subjectivités plus profondément. Parce qu'on voit bien qu'en fait, c'est un modèle de société qui aboutit à ces impasses qu'on constate. Enfin, ça fait 40 ans qu'on le constate. Il ne faudrait pas donner l'impression qu'on a pris conscience du problème subitement et que donc on va pouvoir être armé pour l'affronter. En fait, ce problème, on le connaît depuis longtemps. Moi, je suis Mais historien. je ne suis pas sûr que Oui, vous disiez la même chose que Nicolas Goldberg, dans le sens où sa note, il est en face de moi, hein, il va s'exprimer dans quelques instants, mais n'appelle pas justement à un changement de système. mais enfin bon, moi, j'en sais rien. Comme je disais, je suis historien, mais je vois pas comment on pourrait faire. Le mythe sur lequel repose la société actuelle, c'est le mythe du découplage. On va pouvoir continuer la croissance économique, le dynamisme économique, le niveau de vie actuel, en le découplant de tout impact environnemental. C'est là-dessus que s'est construit le développement durable dans les années 80, puis la croissance verte. Aujourd'hui, tous ces mots sont démonétisés, on essaye d'inventer de nouvelles expressions. Mais en fait, c'est ça qui ne fonctionne pas. C'est ce modèle du découplage. Il y a un moment, produire, consommer, ça implique des flux de matière, des rejets de déchets, même en optimisant les processus. Il y a un moment, il faut diminuer les quantités. Et ça n'implique pas nécessairement une diminution de notre qualité de vie. Et je crois que c'est ce que disait aussi votre intervenant. Parce que derrière ça, en fait, il y a des imaginaires. On a été modelé par la publicité, par une certaine représentation de ce qui est acceptable, de ce qui est enviable dans le monde. Moi, comme historien, ce qui m'intéresse, c'est de voir que, contrairement à ce que disait le président Macron, c'est pas la fin de l'ère d'abondance. Il n'y a jamais eu d'ère d'abondance. L'ère d'abondance, c'était pour certains. Toute l'histoire, même des sociétés industrielles, c'est l'histoire des pénuries, des pannes, de la gestion du manque. Et même, il faut rappeler, c'était le cœur du bouquin que vous évoquiez, on a l'impression que le pétrole et le charbon ont toujours été abondants. Face à la puissance, je rappelle le titre de Oui, votre voilà, ouvrage, François Jarry. dans ce livre, c'était de montrer que pour de nombreux acteurs, l'énergie n'était pas abondante. L'énergie a toujours été contrainte. Et il a fallu essayer de rationner, d'organiser au mieux les usages. Le charbon, par exemple, au 19e, la France n'en a jamais eu assez. Il a toujours fallu en importer au moins un tiers de sa consommation. Ce qui fait que beaucoup d'acteurs ont passé leur temps à essayer de trouver des solutions alternatives pour se passer du charbon. C'est pour ça que, comme historien, je trouve qu'il y a beaucoup à apprendre du fait que les sociétés passées étaient souvent beaucoup plus sobres qu'on peut François imaginer, Jarry, notamment les classes populaires. certes, vous le rappelez face à la puissance, mais ce terme d'abondance, il pouvait signifier aussi que ces denrées, ces matières premières, ces énergies fossiles, elles étaient, semble-t-il, disponibles de manière illimitée. C'était ça aussi l'abondance quand même à Oui, l'époque. mais je vous rappelle que dès 1860, il y a la question charbonnière de l'économiste Jevons qui alerte sur le fait qu'il n'y aura pas assez de charbon pour poursuivre le modèle industriel. Mais La personne ne question l'écoutait. Mais bien sûr que si, tout le monde l'a écouté. Les premières mesures d'économie d'énergie pour enrayer ce spectre de l'épuisement des énergies fossiles, c'est dans les années 1860-70. D'ailleurs, c'est dans la foulée qu'on va Dans les voir 30 aussi Glorieuses, les on premières considérait qu'on tentatives était d'études solaires. dans un monde limité. On avait une sorte d'impression que tout pourrait continuer comme cela pendant des siècles. Alors, toute la question, c'est le on que vous C'est évoquez. vrai, vous Parce avez qu'il y raison. a certains acteurs qui ont promu cette illusion de l'abondance et beaucoup n'ont cessé de s'y opposer, ont été oubliés, marginalisés, invisibilisés. C'est ce qui se passe. Je veux dire, quand vous vous intéressez au débat des années 70, vous vous rendez compte qu'une grande partie des questions que nous posons aujourd'hui étaient déjà là, étaient déjà présentes. Il y avait des jeunes qui manifestaient contre les salons de l'auto aux États-Unis dans les années 70 pour dénoncer la civilisation de la voiture et du pétrole. Et dans ce contexte-là, les constructeurs automobiles annonçaient pour l'an 2000 qu'il n'y aurait plus de problème de pollution pétrolière parce que les voitures seraient propres. C'est vrai, vous Dans avez les années raison, François Jarry. 1997, on Mais parlait d'un déjà de côté, charbon quand propre. René Dumont faisait campagne sur la fin de la voiture, campagne pour l'élection présidentielle, tout le monde le prenait comme, disons, un gentil marginal. Je vais être sympathique avec le terme. Tout à fait. Alors les gens ne le considéraient pas comme sérieux pour le représenter au Parlement, mais je pense qu'il avait un fort capital sympathie. De même qu'aujourd'hui, dans les sondages, il paraît qu'il y a 70% des gens qui sont prêts à accepter la sobriété. Donc le problème, c'est qu'on ne peut pas développer une sobriété soi-même. Comme le disait votre intervenant, tout ça est pris dans un système d'infrastructure, dans un système de contraintes, dans un imaginaire. Moi, ça me sidère quand je vois qu'il y a encore un an, quand une élue écologiste appelait à nous émanciper de l'imaginaire de l'aviation en évitant que les écoles, par exemple,
finance des expériences pour les enfants pour découvrir la joie de l'aviation. On l'a dénoncé, on l'a condamné. Je crois que c'était à Poitiers. Mais ça fait partie du jeu. C'est-à-dire qu'il faut aussi sortir de cet imaginaire de la puissance, cet imaginaire de l'illimité, de l'abondance dans lequel on est. Et bien alors Et voilà, ça, c'est la aussi les question que je vais transformations poser. culturelles de fond. C'est la question que je vais poser à Nicolas Goldberg. Vous avez fait une note sur la question énergétique, mais pensez-vous que cette sobriété collective que vous appelez de vos voeux, elle signifie un changement de modèle, une sortie d'un imaginaire, ou est-ce que vous avez une vision plus modeste des choses? Bah, elle est plus modeste. Après, je suis pas sûr qu'elle soit complètement orthogonale à notre historien. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que les énergies fossiles, elles vont être contraintes, et de toute façon, si elles ne le sont pas, elles doivent l'être, parce qu'on a une autre limite qui est celle du réchauffement climatique. Et on va bien devoir laisser une partie des énergies fossiles dans le sous-sol. Donc là-dessus, il faut bien une décroissance de la consommation des énergies fossiles. Après, moi, j'assume quelque chose, c'est que quand on met un train ou un TER en place pour éviter que les gens prennent leur voiture ou l'avion, est-ce que c'est décroissant? Moi, j'accepte de ne pas répondre à cette question en disant mais c'est pas la question en fait. C'est pas la question. C'est comment est-ce qu'on préserve le service tout en se passant des énergies fossiles, tout en diminuant leur consommation. Ça l'est peut-être, hein, je dis pas. Mais le but, c'est d'améliorer les cadres de vie et de préserver des services sans les énergies fossiles. Donc ça, évidemment, la France consomme, dans la consommation finale d'énergie, on a encore 2 tiers d'énergie fossile. Et ben ça, il faut que ça disparaisse. Donc il y en a une partie qui viendra d'un transfert d'usage vers l'électricité, vers du gaz bas carbone et autres. Par contre, il y a la moitié qui doit disparaître. Et ben là, il faut assumer qu'il y a des mesures à prendre. Est-ce qu'elles sont décroissantes ou pas? Moi, j'ai l'impression que dans les discours politiques, c'est effectivement utilisé comme un repoussoir. Moi, je dis, on ne se pose pas la question. On ne s'est pas posé la question dans la note. On s'est dit, de toute façon, il faut le faire. Il faut le faire, sinon on va subir des pénuries par des effets prix, par des effets volume. Et après la décroissance du PIB, bah vous l'aurez de toute façon si vous faites rien. Ça, c'est le coût de l'inaction, parce que quand ça coûtera trop cher ou quand on subira toutes les catastrophes qu'on a subies cet été et qu'on subit ailleurs dans le monde, hein, regardez ce qui se passe au Pakistan en ce moment, bah, ça, c'est pas seulement décroissant, c'est complètement mortifère, et c'est ça qu'on veut éviter. François Jarige, vous avez également mis en garde dans plusieurs de vos écrits contre une sorte d'illusion technophile, c'est-à-dire l'idée que finalement la technologie allait nous permettre de contourner ou d'aplanir la crise climatique. Expliquez-nous pourquoi. Bah, c'est ce que certains chercheurs appellent le technosolutionnisme. C'est-à-dire que, évidemment, le débat et la question est complexe. Le problème, c'est que l'idée du découplage ou la poursuite de la trajectoire de croissance repose sur l'idée que grâce au marché et grâce à la technologie, on va permettre d'optimiser nos consommations, d'optimiser nos productions et donc de continuer à maintenir la même qualité de service ou continuer de croître, d'augmenter notre niveau de vie tout en diminuant nos consommations d'énergie, nos pollutions, etc. Et le problème, c'est qu'au bout d'un moment, évidemment, on a besoin de technologie, on a besoin de modifier nos infrastructures techniques pour les rendre plus résilientes, tout ce que vous voulez. Mais en même temps, le problème, c'est que les acteurs politiques, depuis le 19e siècle, font une telle confiance dans la technique qu'ils évitent de poser d'autres enjeux, d'autres questions. C'est-à-dire que le changement technique doit s'accompagner de changements de pratiques sociales. Parce que sinon, la technologie ne pourra pas résoudre. Et surtout, elle crée une illusion. Elle crée l'illusion que face à chaque problème, il y aura une solution technique miraculeuse. Dans le système économique contemporain, évidemment, c'est parfaitement adapté à ce système économique parce que la technologie permet de créer de nouveaux marchés pour diffuser de nouveaux produits. Et donc, on substitue un produit à l'autre en croyant résoudre le problème, alors que souvent, quand on introduit un nouveau système technique, en fait, on introduit de nouvelles pollutions. On déplace les pollutions, les problèmes, plutôt qu'on ne les résout complètement. Et ça remonte encore à très longtemps. Au 19e siècle, face à ceux qui dénonçaient les pollutions du charbon, les ingénieurs annonçaient les fourneaux fumivores, c'est-à-dire des techniques qui permettraient de dépolluer, de supprimer tous les rejets. Et donc, ça permettait de continuer d'installer partout de plus en plus de fourneaux, de machines, de convertisseurs à charbon. Et donc, il se passe toujours un peu la même chose. Comme je le disais tout à l'heure, les constructeurs automobiles annonçaient la voiture propre pour le début du 21e siècle. Et grâce au progrès technique, on n'avait pas à poser le problème de l'usage de la voiture, on avait juste à attendre la technologie miraculeuse qui permettrait de ne plus avoir de problème. Et donc, il faut sortir de ce dilemme et de ces solutions techniques un peu trop simplistes, en fait. Alors justement, est-ce que là, Nicolas Goldberg, on n'est pas aussi sur un problème qui se pose encore aujourd'hui, puisque beaucoup défendent des solutions techniques? Mais il y a des solutions techniques, mais comme ça a été dit, il faut que ça s'accompagne d'un changement d'usage. Sur une innovation technologique, on peut en citer une que tout le monde connaît, le véhicule électrique. Le véhicule électrique
est-ce que c'est la solution? Ça fait partie des solutions. Par contre, si on continue d'augmenter le poids des véhicules électriques, comme c'est le cas et comme ça a été dénoncé par l'IEA ou par la climatologue Valérie Masson-Delmotte, en fait, vous ne résolvez rien. Si les véhicules continuent à faire 2,5 tonnes et qu'on augmente la taille des batteries et la taille des véhicules, en fait, vous déplacez le problème vis-à-vis de l'électricité, mais aussi vis-à-vis des matières et lithium, cobalt. Maintenant, si on commence à dire il faut un changement d'usage, il faut des véhicules beaucoup plus légers, qui soient plus partagés, donc qu'on revoit l'usage et qu'on diminue le nombre de voitures par ménage, là, vous avez une solution. Mais effectivement, elle doit s'accompagner d'un changement d'usage. Et la technologie seule ne sauve pas. Il faut plusieurs technologies, mais il ne faut pas trop de techno-optimisme et revoir les usages, les repenser. Un mot à cet égard, un mot de conclusion, François Jarige. Ben voilà, je crois que ce qui vient d'être dit est assez juste, hein. Mais il faut mettre en fait le changement des usages, des pratiques, des imaginaires, et c'est très profond tout ça. C'est vraiment un changement de rapport au monde. Lorsqu'on parle du chauffage, qui est une source d'énergie considérable, moi j'aime rappeler que la question du chauffage, c'est aussi un certain rapport sensible au monde. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est être dans un... Quelle est la température idéale? Au XVIIIe siècle, on considérait que c'était 12-13 degrés l'hiver. Aujourd'hui, on pense que c'est 21 degrés. Donc, c'est pas seulement, vous voyez, un système technique pour nous chauffer, c'est aussi qu'est-ce qu'on a comme rapport sensible au monde. Et ça interroge aussi plus profondément notre subjectivité, nos sensibilités, en fait. Et c'est là, en fait, le problème, c'est que tout peut focaliser sur le changement technique, nous empêche souvent, et en fait, c'est fait pour ça, pour les hommes politiques, c'est rassurant. Il suffit d'investir dans tel ou tel secteur, dans telle ou telle technologie, quelle qu'elle soit, et le problème serait comme résolu. Et ça permet de ne pas poser les autres problèmes qui sont évidemment beaucoup plus difficiles. Elizabeth Borne parle de solutions radicales, mais une solution radicale, c'est une solution qui prend le problème à la racine. Et justement, le technosolutionnisme ne prend pas le problème à la racine, mais essaye seulement de traiter quelques symptômes. Merci beaucoup. François Jarige, je rappelle le titre de votre ouvrage, Face à la puissance, une histoire des énergies alternatives à l'âge industriel. Merci Nicolas Goldberg. Je rappelle le titre de votre note que l'on retrouve sur Internet, bien sûr. Comment donner l'impulsion pour une sobriété collective efficace et aller au-delà des symboles.